Bonjour à tout le monde pour le deuxième épisode de Fréquence Star Wars. Alors, on commence à prendre nos marques, hein. Aujourd'hui, c'est un nouvel invité, Jean-François Roland, qui viendra nous parler de son livre qui s'appelle Les Jouets Kenner 78-85, que j'ai eu la chance de recevoir aujourd'hui. Et croyez-moi, j'ai été agréablement surpris par ce que j'ai vu. Mais comme dans tout numéro de Fréquence Star Wars, on va commencer par une petite revue des news. Et je vais laisser la parole à Louis, qui va nous présenter ce qu'il ne faut pas rater cette semaine. Louis, c'est à toi. Oui, bonsoir à tous, bonjour à tous. Donc oui, côté actu, c'est surtout centré en fait sur la fin de semaine avec la génération QC, avec quelques exclusivités pour ce week-end, notamment côté livre. Alors on a du côté Pocket la possibilité donc de d'acquérir le deuxième tome donc de Trône de l'Ascendance de Timothy Zahn, avec la couverture en fait de Magali Villeneuve qui sera aussi présente. Donc ça sera une bonne opportunité en fait pour se faire dédicacer le bouquin, pour faire dédicacer le livre, ouais. Tout à fait. Ouais. Donc j'essaie de trouver des visuels. Je n'ai pas. Les visuels ne s'affichent pas. Je n'ai pas de visuel. Bon, on demandera à Paul en régie, peut-être s'il peut partager les visuels. Les mettre. Alors, donc, okay. Côté visuel, donc, on reste côté livre. Désolé pour ça, petit contretemps. Donc, on a aussi une nouveauté du côté de Guin et Mumming qui vont éditer ce qui s'appelle un Star Wars Revue. Donc, on est entre un mix entre un magazine et un livre. Ce qui sera avec une couverture dure et qui reprendra en fait différentes interviews de personnalités, comme pour le premier, il y aura Doug Cheng. On va aussi parler dans des petits reportages sur Palpatine ou sur tous les faits concernant le Mandalorien. Voilà, tout ça, ça sera dispo en avant-première en fait à QC ce week-end, parce que normalement c'était prévu donc pour une sortie pour le 13 mai pour le Huggin and Mumin. Voilà, c'est avec la couverture centrée sur le Mandalorien. Autre news par rapport aux disponibilités ce week-end, on aura donc du côté de l'éditeur Nobi et Nobi, donc ça c'est une exclusivité, donc c'est l'éditeur qui va nous proposer les mangas qui ont été réalisés pour l'univers de Star Wars. Donc on va avoir donc sur la Haute République le premier tome de la Haute République, pardon, qui sera disponible. Et ensuite, on aura en fait aussi Étoile perdue, donc tiré du roman de Claudia Gray, sous le format manga. Donc tout ça, ça sera disponible ce week-end pendant Génération Star Wars à QC. Ok, super. Ouais. Alors moi, je crains un peu là quand je vois des bouquins comme ça et qu'il y a une petite conf comme ça, je me dis putain, je vais être obligé. Pardon, j'ai dit le mot qu'il fallait pas. Je vais être obligé de ramener des livres. Ma bibliothèque explose. C'est toujours le risque. C'est comme ça. Surtout qu'il y a autre en complément. La dernière ligne droite, c'est intéressant, hein, surtout pour les gens qui se rendront à Génération Star Wars, de pouvoir glaner quelques dédicaces. Alors c'est vrai que sur place, on aura aussi l'habitude de voir les stands des habitués et on sera ravis de vous rencontrer au détour des allées. D'autres choses, Louis, cette semaine? Oui, en complément, même à QC, il y aura aussi la présence donc, de l'auteur Cavan Scott, donc, pour l'Orage Gronde, qui sera sur le stand Pocket. Donc là, encore un livre à acquérir avec une possible dédicace, soit du roman, L'Orage Gronde, ou des comics qui sont aussi édités par Panini. Génial, super. Bon, bah là, on est fin prêt pour QC. Tu voulais parler d'autre chose? N'oubliez pas, à QC, ramenez vos cartes à échanger. C'est toujours sympa de pouvoir échanger. Non, dans les médias, des patchs ou autre. C'est les cartes Lego pour toi. Voilà, évidemment, c'est mes cartes Lego que j'emmène. Non, pas de cartes Lego. Ok. Bon, merci Louis, en tout cas. Je t'en prie. Donc on se voit à QC le week-end prochain. Ça sera oui, dans quelques jours. Là, on compte les jours, on compte les dodos, comme disent les petits. Là. Ouais. C'est bien, il va y avoir du monde du staff à QC apparemment. Oui, et puis surtout, ça va nous permettre de vivre un peu sans masque, un peu à l'extérieur, et puis d'être un peu plus détendu, parce que c'est vrai que les 2 dernières années, c'était quand même pas terrible. Donc il est temps de reprendre nos bonnes vieilles habitudes de salon. Ouais, c'est cool. Des bons moments, parce que c'est ça qui retape les batteries, surtout après les périodes qu'on a pu vivre. Ouais, c'est bien. Ça fait bien à tout le monde, tout ça. Hein. C'est vraiment impeccable. Quoi. Ouais, exactement. Heureux de vous y voir. Michel, il y a que Flex alors aujourd'hui?
Ben oui, aujourd'hui, il y a que fait ça. On a quand même un petit invité d'honneur. Et bon, même si c'est pas le 3 pouces 3 quarts, hein, on connaît tous. Désolé, le mien est rangé, le petit. Donc, pour faire honneur à Jean-François et son livre, moi, je me suis dit, bah voilà, on va sortir quand même une petite pièce en rapport avec notre invité du jour, hein, Jean-François. Bienvenue à toi. Merci de m'inviter. Je suis vraiment ravi d'être avec vous. Bah, c'est un pur plaisir. Hein. Pierre a déjà touché un mot sur ton livre et que voilà, c'est un excellent bouquin et qu'il était très impressionné par le contenu. Tu peux nous dire un peu plus pourquoi tu t'es lancé là-dedans et pourquoi tu as fait ce focus sur les figurines? Oui, bah, sur Kenner, évidemment. Hein. Oui, bah, c'est par pure passion. C'est parce que j'ai eu la chance, gamin, d'avoir un papa qui voyageait, donc il m'a amené autant de cartes mécano, Palitoy que de Kenner. Et puis donc c'est comme ça que de l'enfance, j'ai eu toujours envie de garder les emballages et au travers de ça, bah, avec les années faisant, bah, j'ai réussi à concrétiser finalement une collection assez homogène sur le Kenner. Et comme c'est ça que j'avais le plus complet, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas en faire un livre. Et puis aussi, parce que la collection Kenner, par rapport à ce qu'on a connu en Europe, elle est beaucoup plus complète. Il y a beaucoup plus de vaisseaux, de dioramas par rapport à la France. Si on regarde entre 80 et 82, on a une certaine carence. Nous autres, dans l'Hexagone. Donc, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas présenter la collection Kenner chronologiquement avec tous les vaisseaux, les dioramas, les figurines correspondantes, vues dans la trilogie d'origine, parce que ça, c'est le topic du livre. C'est vraiment tous les personnages vaisseaux et dioramas vus dans la trilogie d'origine qui sont chronologiquement présentés de 78 à 85. Et donc, je comprends bien, tu es un vrai collectionneur. Ce sont tes pièces à toi que tu as photographiées. Exactement. Oui, c'est bien ça. C'est ma collection qui m'a pris à peu près une bonne trentaine d'années pour vraiment tout réunir. C'est-à-dire que je voulais vraiment récupérer les emballages, les jouets neufs, et puis présenter ceux que j'avais gamin, avec lesquels j'avais joué, qui ont un petit peu des nions, qui sont un petit peu, qui ont du vécu, quoi, quelque part. Vraiment présenter la version sortie d'usine, raid neuf, et puis à côté, le jouet avec les dimensions, parce que je me suis amusé à faire comme une sorte de blueprint, faux cartouche technique. Comme ça, on voyait les dimensions pour que les gens puissent se rendre compte justement des proportions des objets, parce que nous avons commencé à avoir un certain nombre d'années. Et certains jeunes qui ne connaissent pas forcément les objets, bah, ça leur permet justement de découvrir et de se donner l'idée de la taille des objets. Et puis ensuite, il y a eu le développement de la chaîne Chronique Vintage, puisque c'est en appui interactif avec le bouquin, puisque j'ai mis des QR codes dedans. Comme ça, on peut aller voir les vidéos en même temps qu'on lit le livre avec son téléphone portable. C'est une très bonne idée. Donc, dans les jouets, il y a tes vieux jouets à toi avec lesquels tu as manipulé. Tu as fait le fou avec, tu les as achetés dans le sable, tu les as enterrés. Oui, absolument. Tu les as explosés avec des pétards. Enfin, oui. Et c'est lequel alors ta figurine doudou, j'ai envie de dire ça, tu vois, celle que tu pouvais pas te séparer, celle que tu mettais justement à côté de toi. C'était Luc Bespin. Ou un Luc. Il y avait toujours Luc avec Yoda en général. C'était vraiment mes personnages entre guillemets préférés, même si j'ai toujours du mal aujourd'hui à me dire tiens, vraiment, j'ai celui-ci que j'aime en particulier, parce que j'avais vraiment une passion pour ces jouets gamins. J'avais du mal à choisir un personnage, mais c'est vrai que j'avais toujours un Luc Bespin dans la poche, donc on va dire que c'est Luc Bespin. Alors, lequel? Avec les cheveux bruns ou les cheveux blonds? Alors, les cheveux blonds, parce que j'ai eu la chance d'en avoir un du Canada. C'est exactement celui qui est pris en photo, qu'on voit là actuellement. Parce que j'avais mon père qui connaissait quelqu'un au Canada, parce qu'on ne l'a pas eu comme ça. Nous, en France, on a eu que la deuxième version, celle de 82, avec les cheveux ocre. Et donc, elle me l'avait envoyé par la poste. Et sans blister, elle l'avait envoyé comme ça dans une petite boîte avec d'autres figurines. À l'époque, qu'on avait du mal à trouver en France. Et il y avait donc le Luc Bespin avec les cheveux blonds jaune citron. Et c'est celui-ci que j'avais toujours dans la poche à l'école. Il ne me quittait jamais. Il suffisait de traverser la frontière en Belgique avec Clipper Benelux, on en a eu. Hein. Et oui, et c'est ce qu'on faisait souvent. Moi, alors, le Canada. C'est vrai, et de temps en temps, mon père, qui travaillait aussi en Belgique, m'avait emmené à Bruxelles, et j'adorais aller au petit magasin Christiansen qui était derrière la grande place de Bruxelles, parce que c'était pour moi la Belgique, l'Angleterre ou l'Allemagne, c'était des pays bénis, parce qu'il y avait tout ce qui nous manquait en France. C'était juste. Voilà. Et toi, Pierre, ta figurine doudou, c'était quoi à propos? Parce qu'on se connaît, mais j'ai souvent eu un Obi-Wan et un Vador, hein, parce que c'était, je crois, mes deux premières figurines. D'ailleurs, j'ai ressorti
quelques Starcase. Ah, mais ça, c'est pas ceux avec lesquels tu as joué. Ça non. Ils sont juste là. Hein. Je les ai tous gardés et j'ai rien perdu. Donc, ils sont tous en bon état. Je suis ravi de les avoir. Et non, pas forcément de figurines doudou. Maintenant, j'ai vu que Paul avait insisté à présenter un Landspeeder. Le Landspeeder, c'est un peu mon Graal, celui que j'ai toujours voulu avoir. Je n'ai jamais pris le temps d'acheter. Donc, peut-être qu'un jour, il faudra que je le fasse. Parce qu'il faut pouvoir finaliser ses rêves à un moment ou à un autre. Donc voilà. Non, en fait, on va revenir au bouquin parce que c'est bien de parler de moi ou de mes figurines doudou. Mais ce qu'il faut voir quand même, parce que j'ai reçu le livre aujourd'hui, donc c'est quand même ça tombait à point nommé. Ce qui est quand même assez incroyable dans ce bouquin, c'est qu'il y a énormément de visuels. On voit énormément de photos. Alors moi, j'adore les livres où il y a plein de photos. J'ai passé des heures et des heures quand j'étais gamin à regarder les tout petits catalogues Kenner pour voir tout ce que je ne voyais pas dans les magasins de jouets. Donc moi, mon Graal, c'était un magasin qui s'appelait Rêves d'enfants à Lyon, parce que j'ai grandi à Lyon. Et c'est un magasin qui n'existe plus aujourd'hui. Et je me souviens encore de tout ce qu'on pouvait y voir. Et je passais des heures à regarder les catalogues Kenner, à imaginer pouvoir jouer avec ces jouets. Et en fait, c'est vraiment la première impression qui m'est venue quand j'ai ouvert le bouquin, c'est que je me suis retrouvé à générer le même genre d'émotion. Donc c'était assez drôle parce que c'est comme si on avait un méga catalogue Kenner avec plein de photos qui sont là pour nous faire rêver. Donc en tout cas, au point de vue du design, du graphisme et de ce qu'on y trouve, franchement, c'est un must-have pour tout collectionneur. Je sais que tu l'as sorti, Jean-François, en 2 langues. Et alors pour les Français, je veux dire, c'est le truc à avoir. Hein. Alors là, si vous avez raté le coche, contactez Jean-François parce qu'il faut absolument avoir ce bouquin. J'espère qu'on aura l'occasion, s'il te reste des livres, à te voir dans un salon prochainement pour pouvoir les dédicacer, parce que c'est quand même le fun des collectionneurs, c'est d'avoir des bouquins sur les produits dérivés, mais dédicacés, c'est encore mieux. Donc, je ne sais pas, tu as des rendez-vous prévus qui arrivent à l'avenir? Alors, au mois de novembre, je suis invité à la Star Wars dans le nord de la France. Ouais. Donc, normalement, j'espère être présent. Ça va dépendre un peu de mon agenda professionnel, mais je vais tout faire pour être présent parce qu'on m'a gentiment invité à cette convention. Ça sera ma première. Et donc, j'espère bien être là pour parler de tout ça et puis faire des dédicaces, oui. Ouais, bien sûr, bien sûr. Alors c'est vrai qu'en France, on pense surtout sur les salons un peu plus anciens à Migène QC. Hein. Donc j'espère qu'on t'y verra également un jour. En tout cas, la main est tendue. Il faut absolument acheter ce livre. C'est juste incroyable. Alors c'est l'occasion de parler un peu de la genèse du bouquin. Alors raconte-nous un peu en quelques mots comment tout a commencé, comment l'idée a germé. Le déclencheur, comment c'est arrivé finalement? Parce que les bouquins sur la collection, il y en a un certain nombre qui existent. On sait que, notamment en France, on a Stéphane Faucourt et Yann Leroux qui nous sortent quasiment un bouquin par an. Je suis toujours surpris par leur imagination débordante pour nous présenter tel ou tel aspect de la collection. Alors, en quelques mots, ton orientation par rapport à Kenner, pourquoi Kenner et comment le bouquin a démarré? Eh bien, c'est quelque chose d'assez ancien chez moi, puisque j'y réfléchissais déjà au tout début que je collectionnais, donc à la fin des années 80, 90. Je commençais déjà avec ce qu'on appelait mes correspondants américains à l'époque, les anciens employés de Kenner ou même simplement des vendeurs. Je leur envoyais des photos et je leur expliquais les blisters français et européens. Et j'ai toujours cette petite habitude finalement d'écrire. Et puis j'avais donc ça me trottait dans la tête. Et puis j'ai mis ça dans un coin vraiment dans un côté de ma tête pour le moment. Et puis bon, la vie faisant, j'ai pas pu y faire tout de suite. Et c'est en 2012 où j'ai vraiment eu un déclic. Quand j'ai entendu, je rentrais d'Allemagne pour du boulot, parce que je bossais en Allemagne à l'époque, et j'avais cette habitude où, en arrivant proche du Rhin, je mettais la radio France Inter parce que je récupérais les grandes ondes françaises, et j'entends à la radio Disney qui rachète Lucasfilm. Et là, il s'est passé un déclic, je ne sais pas pourquoi, j'ai dit oula, tiens, il est peut-être temps que je concrétise enfin ce vieux rêve. Donc je rentrais chez moi et je regarde un peu ma collection. J'étais à peu près à 80% des objets que je pouvais présenter. Et là, je me suis dit, il m'en manque des trucs. Donc je suis reparti sur eBay, j'ai racheté quelques objets manquants. Et une fois que j'avais un inventaire vraiment complet de ce que je voulais présenter, je me suis mis à écrire. Et ensuite, j'ai présenté le projet à Flammarion et eux, ils voulaient le faire.
Mais comme il n'avait pas de licence cadre, moi je connaissais licence 4, mais je ne connaissais pas la licence cadre. C'est des trucs techniques entre éditeurs et production comme Disney. Ils n'en avaient pas assez et je me suis tourné vers l'auto-édition parce que je n'avais pas trouvé d'autres solutions. Et là, j'ai lancé les photos. Donc, il y a eu 9 week-ends où j'ai fait 3000 photos à peu près. Et une fois que j'avais les textes décrits et les photos, j'ai commencé à faire des maquettes. Alors, je n'étais pas encore très, très bon sur les outils comme InDesign pour réaliser tout ça. Mais l'année dernière, ce qui a tout débloqué, c'est justement le Covid qui m'a permis de lancer la finalisation du bouquin parce que j'étais en cours pour apprendre un nouveau métier. Et il y avait une partie print et impression. Et j'ai appris les outils de Photoshop, Illustrator, ce qu'il me fallait en tout cas pour finaliser par moi-même tout ce qui était mis en page. Et c'est là-dessus où ensuite, j'ai pu concrétiser tout ça. Et en parallèle, je terminais aussi avec le développement de la chaîne Chronique Vintage, toutes les vidéos qui allaient accompagner le bouquin. Donc, pour revenir dans l'ordre, quand j'ai vu qu'avec Flammarion, ça ne marchait pas, je me suis dirigé sur les vidéos, la création de la chaîne. Et une fois que les vidéos ont été terminées, c'est-à-dire à la fin 2020, parce qu'il m'a fallu à peu près 2 ans, 2 ans et demi pour faire toutes les vidéos, j'ai finalisé ma maquette. Et voilà, le bouquin est arrivé. Super. Écoute, effectivement, la possibilité en plus de flasher le QR code, c'est très dans l'air du temps, mais en tout cas, pour ce coup-là, on aimerait bien découvrir ces vidéos sur YouTube. Alors, l'auto-édition, j'imagine que ça en est un peu face au vide. Comment ça s'est passé? Je crois que tu es passé par une société qui est basée à l'étranger, hein, qui a qui a un bureau en France, bien entendu, mais l'édition ne se fait pas ici. Donc, j'imagine que le processus a été assez long, et puis je crois qu'on a quelques vidéos d'ailleurs pour nous montrer un peu le processus de création. Raconte-nous comment ça s'est fait, le choix du prestataire, et après, comment tu l'as lié avec finalement ton financement participatif. Oui, ça a été assez long parce que comme je connaissais absolument pas, pour moi c'était un milieu totalement connu. J'ai cherché, j'ai prospecté, grâce à Internet, j'ai trouvé plusieurs adresses. Ensuite, j'ai fait le choix par rapport au budget aussi qui est demandé parce que c'est quand même des produits assez chers à faire fabriquer. Et donc, une fois que j'ai trouvé le prestataire de service pour l'impression qui me semblait le mieux adapté en tout cas pour faire le travail, on a commencé à négocier le budget. Et donc, l'été dernier, au mois d'août 2021, j'ai lancé donc un Kickstarter pour pouvoir collecter le budget nécessaire à la fabrication du livre. Et c'est ce qui m'a permis ensuite, une fois en un mois, de collecter la somme nécessaire pour faire fabriquer 1500 livres. Donc, il y a 500 livres en édition française et 1000 en anglais. Et une fois que ça a été fait, on a finalisé la maquette pour la fabrication tout le restant de l'année jusqu'à il y a encore très, très peu de temps, puisque il y a eu beaucoup de retard suite à la crise connue des matières premières. Ça a malheureusement aussi touché l'imprimerie et résultat des courses, on a eu pratiquement 5 mois de retard sur la livraison des premiers livres, puisque moi, les premiers bouquins, je les ai reçus. Là, voilà, on voit l'image à l'écran. Voilà, la livraison, elle a même pas un mois. Voilà. Et là, c'est les 100 premiers bouquins. Alors là, c'est forte émotion parce que, en plus de ça, quand ils m'ont appelé pour livrer, je savais pas de quel était le sujet. Et quand j'ai vu la palette, j'ai compris qu'est-ce que c'était. Et là, quand j'ai déballé les cartons, j'étais comme un fou, comme un gamin devant le sapin de Noël le 25 décembre au matin. Parce que là, voilà, ce qu'on voit à l'écran, c'est les premiers instants où je touchais enfin le livre tel qu'il était, tel que je le rêvais. Mais là, voilà, c'était plus un rêve, c'était devenu une réalité. Donc là, voilà, avec le Landspeeder, un petit clin d'œil à Pierre et à tous ceux qui aiment le Landspeeder. Et puis voilà, faire avec la double page pour les vaisseaux comme le Faucon, la TAT, l'Imperial Shuttle, la navette impériale. Donc voilà, là, on y est. On était dans le dur, dans le concret. Et quand c'est arrivé, j'ai eu du mal à y croire parce que c'était un parcours chemin d'embûche. Mais ça y est, c'est là. Une sacrée libération. Et d'ailleurs, par rapport à ton financement, du coup, il va te rester des livres? Oui, j'espère quelques-uns. Puis sinon, si on voit que ça marche bien, ça devrait le faire. Là, juste avant qu'on enregistre l'émission, j'ai une excellente nouvelle. Elle n'a pas 1 heure, c'est-à-dire qu'il y a un magasin aux États-Unis qui a bien accroché à l'idée de vendre les bouquins, et on a finalisé les négociations cet après-midi. Et donc, je lui ai envoyé toutes les photos. Il a mis en ligne, il y a à peine quelques heures,
livre en vente pour les États-Unis. Et il en a vendu 170 en 2 heures. Donc au début, il en voulait 100 et là, maintenant, il en veut 300. Bon, bah, super. Hein. Donc, c'est bien parti pour une réimpression. Ouais. Ah bah, Donc, je suis sur un petit nuage ce soir. Là, je suis vraiment très, très content. Ouais. Là, on est en train de partir dans le bon sens. Et non, c'est une super aventure et j'ai l'impression que c'est que le début. Et je suis vraiment content de partager avec vous ça ce soir. Ouais, bah, c'est super, hein. Félicitations, hein, parce que merci. Bravo. Hein, c'est compliqué. Je me souviens de nos premières discussions autour d'un verre quand tu étais de passage dans le sud de la France où c'était vraiment le questionnement, etc. Et c'est formidable que tu aies pu. Ça montre que finalement, quand on arrive, il faut aller au bout et que finalement, on est notre propre limite. Donc, autant ne pas s'en mettre. Donc, oui, vraiment, je recommande encore l'achat de ce livre. Hein, c'est juste incroyable. Vous allez passer des heures à feuilleter et à regarder toutes ces images. En plus, on a des doubles pages. On a plein de surprises. On a des photos en situation. Franchement, c'est juste génial. Bravo. Moi, je suis fan absolu. C'est vraiment, vraiment une très belle réussite. Je crois que Louis, toi, tu avais récupéré le bouquin un peu avant, parce que le mien a fait quelques allers-retours par la poste. On remercie la poste encore. Mais il est arrivé en un seul morceau, donc c'est déjà pas mal. Et alors, justement, tu avais peut-être des questions à ce sujet. Non, oui, tout à fait. Bah, oui, moi, je l'ai eu un petit peu en avant, donc j'ai pu en profiter pour le lire un petit peu ce week-end. Et oui, comme le dit en fait dans sa préface Duncan Jenkins, c'est que le plus important, en fait, c'est les informations sur les produits. Et ton livre, en fait, moi, j'en ai découvert plein, en fait. Parce que c'était pas, on va dire, je suis pas une génération qui a vécu beaucoup dans le vintage. Pas encore. J'en ai eu. Ah, tu vas te lancer, tu vas voir, ça va vite venir, tu vas te craquer. Le virus, j'ai déjà eu un virus en intégrant My Inbox, alors après, maintenant, j'en ai une qui va basculer du côté obscur, donc ça va pas être top. On commence par une et c'est parti. Donc, non, j'ai eu quelques figurines, mais après j'en ai fait don à un petit garçon, mais j'en ai eu quelques-unes quand même. Mais ouais, ce livre est vraiment une source d'information, c'est ce que dit Jenkins dans sa préface, c'est que c'est vraiment le plus important en fait pour un collectionneur d'avoir toutes ces infos et en fait de savoir si quand on veut commencer à se lancer dans cette collection, est-ce que c'est encore faisable ou imaginable en fait pour des jeunes ou des personnes qui voudraient débuter, peut-être pas forcément en loose, mais comme toi en MIB ou autre inclus, est-ce que c'est encore faisable ou c'est un doux rêve même si on a un portefeuille bien garni Tout est faisable. Tout oui, voilà, pour ceux qui voudraient débuter, est-ce que tu aurais des conseils c'est une question. C'est vrai que aujourd'hui, il faut vraiment un budget conséquent. Mais si tu veux collectionner le Kenner, je pense que c'est la collection entre guillemets la plus facile parce que ce sont des emballages qui ont été les plus vendus à travers le monde, les emballages américains, parce que tu en avais en Asie, en Indonésie en particulier, même à Hong Kong où ils étaient fabriqués, ils étaient vendus avec les blisters américains. Donc, par rapport à des blisters européens comme les blisters français, italiens ou espagnols, qui sont des raretés absolues, et là, on atteint des chiffres absolument hallucinants, je pense que le Kenner, tu peux encore te faire plaisir en allant sur eBay, trouver des cartes encore un peu encore propres, parce que c'est 250 millions de figurines qui ont été fabriquées, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'arrache un peu les invendus quelque part. Mais on peut encore, pour ce qui est les emballages Jedi, par exemple, où ça a été une masse absolument colossale à partir de 83, quand ils ont relancé la production avant la sortie du Retour du Jedi, c'est juste un truc de dingue. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut encore se faire plaisir avec des figurines Retour du Jedi américain. L'Empire, on peut encore en trouver. La Guerre des Étoiles, Star Wars, on en a aussi. Après, voilà, il y a quelques raretés où là, ça commence à prendre des proportions hallucinantes. Il y a plusieurs milliers d'euros maintenant à dépenser pour un Luke Skywalker 12 back, comme on dit. Donc ça, c'est vrai que c'est plus compliqué. Mais je pense qu'il faut être patient en fouinant un peu sur eBay ou même des groupes Facebook. Il faut regarder, il ne faut pas se jeter sur la première opportunité non plus. Je pense qu'il faut bien tranquillement regarder. Et si on a la chance d'un peu d'aller se promener en Angleterre, l'Angleterre, c'est le pays où on a eu le plus en Europe. Et à un moment, ils en assemblaient et ils fabriquaient aussi les vaisseaux pour le marché européen.
Ce qui fait que c'est un vrai grenier et parfois, on peut, au milieu d'une caisse, d'un tas de jouets en loose, retrouver pas mal de figurines. Voilà, il y a quelques raretés, mais on peut encore se faire plaisir sur le vintage si on est assez vigilant sur les annonces forums, Facebook ou autres, hein, et puis sur eBay. Mais c'est important ce que tu dis, le fait de se faire plaisir. Et je pense que en tant que collectionneur, c'est vrai qu'on aime bien d'avoir toute la gamme, d'avoir toute la série et tout ça, mais on peut se faire plaisir avec une ou deux figurines, et je dis même pas sous blister. Absolument. C'est vraiment une approche tout à fait différente. Et évidemment, sans aucune critique, parce que je sais ce que c'est de vouloir compléter une collection. Je suis tombé dedans plusieurs fois aussi. Mais voilà, avec un peu de recul, on peut arriver à se faire plaisir aussi avec une ou deux pièces. Justement, je parlais de la figurine Doudou. Voilà, faites-vous plaisir. Si vous avez vraiment un gros coup de cœur, prenez peut-être juste celle-là. Ouais, c'est clair que ça entraînerait une deuxième ou une troisième. Pas non plus se le cacher. Mais voilà, faites-vous plaisir. Et c'est ça le plus important. Michel, tu as tout résumé. Il faut se faire plaisir. Ouais. C'est-à-dire qu'à partir du moment que ça devient une contrainte, qu'on n'endort plus la nuit parce qu'il me manque la figurine loose, machin, ou le figurine truc muche, je suis passé par là. Mais à une époque, on pouvait encore, dans les années 90, même si ça a toujours été cher, hein, parce que moi, je me souviens de mes premiers achats sur Paris dans les boutiques spécialisées où moi, j'étais dans mes habitudes de gamin à dépenser 15 francs français pour une princesse Leia. Et quand je l'ai vue à 150 francs français dans la boutique, je dis elle est 10 fois plus chère que quand moi j'étais gamin. Je dis oh là 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 là, c'est impossible. Et c'est vrai que dès que ça rentre dans ce monde finalement de la collection, dans ces pièces de collection, puisque ce ne sont plus des jouets, ça peut atteindre des proportions, mais on peut, dans certaines brocantes, voilà, se faire plaisir et trouver 2-3 figurines. Et on est content avec ça, et c'est ce qui compte. Faites-vous plaisir. Encore plus que jamais aujourd'hui, sortez du Covid, faites-vous plaisir. Et dans toutes tes pièces que tu présentes dans ton livre, quelle a été la plus compliquée ou la plus dure à trouver pour toi ? Alors, l'une des plus compliquées, il y en a eu plusieurs, mais il y en a une en particulier, c'est le diorama de Dagobah. Pas uniquement parce que c'est un objet assez courant, mais avec la mousse qui représente le marécage où R2 s'enfonce. Pour en retrouver en bon état aujourd'hui, c'est compliqué parce que c'est un matériau qui se désagrège. Comme la bandoulière de Chewbacca. Exactement, voilà. Ça désagrège complet. C'est ça, donc c'est une espèce de mousse, je ne sais pas en quel matériau c'est, polyuréthane ou je ne sais quoi. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, en loose, il n'y en a plus. Et souvent, quand on les rachète en boîte neuve, des fois, on déballe le paquet. Alors, il y en a qui vont hurler parce que j'ai ouvert un paquet qui a 40 ans, mais pour la photo, j'avais besoin d'un truc neuf et j'avais fait ça. Et l'anecdote, je l'ai laissé sur la table et ma fille, à l'époque, qui avait 3 ans, elle est venue mettre les doigts dedans. Et donc, j'ai les empreintes des doigts de ma fille. Alors, j'avais trouvé une astuce, j'ai réussi à le renverser, c'est-à-dire que je l'ai démonté par en dessous parce qu'il y a une espèce d'anneau en plastique en dessous qui le maintient. J'ai réussi à le démonter, retourner la mousse pour le remettre plan et pour que sur la photo, ça apparaisse tout à fait propre. Voilà. Sinon, c'était des heures de Photoshop pour refaire tous les là, tu n'avais pas le choix. Un entraînement. Tu n'avais pas le choix. Photoshop. Mais non, j'ai comme ça. Puis une autre anecdote aussi, toujours sur le Dagobah, je me suis aperçu tardivement qu'il y avait 2 photos différentes. Et ça, je l'ai vraiment découvert tout à fait par hasard. Et là, je me dis, mince, pour le bouquin, il faut que je les présente parce que je voulais présenter les variantes de photos sur l'ensemble de la gamme parce que c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Je ne voulais pas faire toutes les variantes parce que c'est trop compliqué, mais je voulais présenter, par exemple, il y a Luc et Leia Bespin, ils ont très vite changé la photo en 1980. Et donc, je voulais vraiment présenter les 2 blisters. Et en faisant les toutes dernières recherches sur la finalisation du bouquin, je m'aperçois qu'il me manque un coffret et c'est le Dagobah. La deuxième photo de 82, je la connaissais absolument pas. Je me dis, mais c'est pas possible, comment j'ai pu passer à côté de ça? Moi qui étais là à scruter et tout. Et donc, je recherche sur eBay et je trouve un gars à Cincinnati qui revend la boîte, mais que la boîte, pour $70, avec un côté un peu abîmé. Et là, je lui dis, tu peux pas me faire un prix, $50? Il me fait, oh ouais, pas de problème. Et là, on se met d'accord, j'achète la boîte pour 30 €. Et aujourd'hui, c'est des trucs qui valent 2500, c'est les neufs, tu vois. Donc, je dis non, je n'ai pas dépensé cet argent-là pour ce truc-là. Moi, ce que je voulais, le jouet est totalement identique, c'est l'emballage qui était un peu différent et je voulais le présenter dans le livre. Et donc, un coup de bol de tomber sur cette boîte qui correspondait très exactement,
Elle était nickel. Il y avait juste un côté un peu abîmé. Sinon, la photo, tout était propre. Ça, c'est les aléas et les coups de bol sur eBay. Et tu cherches encore des pièces actuellement? Non, aujourd'hui, j'en recherche plus. Ouais, ouais, bientôt. Il te manque quelque chose ou pas? Aujourd'hui, qu'est-ce qui me manquerait? Écoute, des trucs hors de prix comme par exemple Luke, Ben et Darth Vader en télescopique à rallonge en emballage 12 back. Là, ça coûte. Là, on tape dans les 50 à 60 000 $ pièce. D'accord. Ouais. Donc là, non, c'est même pas. J'ai déjà 2 Luke loose, enfin un loose avec le sabre télescopique et puis un autre dans le coffret, tu sais, le coffret Early Bird, le tout premier coffret. Donc moi, là, je me considère vraiment comme quelqu'un de verni. Hein. J'ai eu beaucoup de chance d'acquérir des pièces à une époque où on pouvait, même si ça a toujours été cher, comme je disais auparavant, j'ai quand même eu la chance d'obtenir ces pièces-là où maintenant, il faudrait rien que le coffret Early Bird, aujourd'hui, il faudrait presque claquer entre 15 ou 20 000 $. C'est ça. Là, c'est hors budget pour moi. Et on avait du mal à s'acheter une figurine. En Belgique, c'était 100 francs belges, donc c'est plus ou moins l'équivalent. Oui. Je sais plus. En euros, c'est 2,50 €, quoi. Ouais. Une figurine sous Disney. 100 francs. C'était soldé et c'était à moitié prix. On les jetait au visage des gens. Ouais, tenez, on n'en veut plus. Ouais, non, ça va, j'en ai. Je l'ai 4 fois, celui-là, je ne la prends pas. Et voilà. Là, on part tout à fait dans des autres prix maintenant, quoi. Complètement, mais en termes de différence de prix entre le franc belge et le franc français à l'époque, j'ai une petite anecdote où la première fois que mon père m'a emmené en Belgique, j'avais économisé pratiquement pendant 1 an, donc j'avais 500 francs français, et on arrive à la frontière, et pour changer en francs belges, et donc ça faisait, je pense, 2500 francs belges, 3000. Ouais. Et là, je dis, oh, c'est génial, tu arrives ici, tu files 500 balles, il t'en donne 3000. Et mon père avait beau m'expliquer, mais non, c'est des francs belges, ça ne marchera pas. Et moi, je suis resté, mais oui, tais-toi, allez vite, on va à Christiansen, là, que tu m'as promis, parce que là, je vais claquer tout mon pognon. Et là, j'arrive, c'était pas 15 francs, c'était 160 francs. Et là, j'ai compris à ce moment-là ma douleur. J'ai dit, ah bah oui, là, il avait raison, papa, hein, c'était pas ça du tout. C'était déjà tard, 560 francs belges, c'était. Ça devait être. C'était peut-être mon 2e ou 3e voyage, c'était en 84, 85, quelque chose comme ça, peut-être. Oui, c'était des 3 logos que j'avais ramenés. Donc c'est ça, c'est 85, 86. Oui, c'est ça. Je te dis, moi, je les ai connus. C'était mon dernier voyage, en fait. C'était mon dernier voyage en tant qu'adolescent. Les super souvenirs. Vraiment, les chouettes souvenirs. Ah ouais. Oui, de toute façon, dans la collection, finalement, ce qu'on retient, c'est pas uniquement les objets, c'est les souvenirs qui y sont attachés et les rencontres et tout ça. Ça, c'est quelque chose, comme on en parlait à l'épisode 0, hein, ce qui a fait la raison pour laquelle MIB a été créé, c'était pouvoir partager en fait ces émotions du passé. Parce que c'est ça qui nous bâtit en tant que collectionneurs et qui fait qu'on a des anecdotes qui nous rapprochent. Et c'est vraiment ça qui est assez incroyable. Le temps passe, hein, le temps file, je regardais. Hein, oui, je suis un gros bavard, moi, il faut m'arrêter. Pas trop long, parce que typiquement, quand on parle de vintage, on pourrait inviter encore d'autres personnes, y passer 3-4 heures, un peu à la Joe Rogan sur Spotify. Hein, on pourrait vous fumer des cigares, boire du whisky comme lui, mais on va s'abstenir. Et en fait, je crois, Louis, tu avais encore une question pour Jean-François? Non, dans les médias, j'ai. Ouais, ok, bon, écoute, donc ce qu'on retient, c'est le livre se vend, donc ça veut dire que si vous en voulez un exemplaire, vous avez raté le Kickstarter, achetez-le. Franchement, hein, c'est une tuerie. Franchement, c'est un des meilleurs bouquins que j'ai eu depuis un moment. Donc, ne pas manquer, Jean-François, on croise les doigts pour le salon Star Wars en novembre, tu as dit, c'est ça? C'est ça, voilà. D'accord. Et puis j'espère dans d'autres salons pour d'autres rencontres avec de collectionneurs, des dédicaces, des photos, c'est toujours sympa. Pour le mot de la fin, je dirais, après ce bouquin, du coup, tu fais quoi? Un autre bouquin ou... Ah, il y a d'autres bouquins en tête. J'aimerais bien faire l'équivalent sur Palitoy. Ça me plairait assez. Mais je pense que ce que je voudrais réussir à organiser, mais ça, c'est quelque chose de tout à fait inconnu pour moi, mais j'ai envie de le faire, ça serait d'organiser des expositions itinérantes de ma collection, un peu partout pour la présenter. Ça serait pour moi le dernier échelon sur ce que j'ai envie de faire. Et puis, donc, si vous voulez acheter le livre, vous pouvez aller donc, sur mon site internet, chroniquevintage.com. C'est là-dessus qu'il est aujourd'hui disponible. D'accord. Je pense qu'on mettra les liens dans les commentaires de la vidéo.
quand on la publiera. Et moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée. On est en soirée pour l'enregistrement, donc une bonne fin de journée. Ne manquez surtout pas ce livre. Honnêtement, c'est vraiment quelque chose qu'il faut posséder si on est fan de vintage et si on ne l'est pas, parce que si on ne l'est pas, en regardant ce bouquin, on va se sentir l'envie d'acheter. Je vois que Louis a les yeux qui brillent et je sais qu'à QC, il y aura peut-être du vintage et je vais guetter ça attentivement. Tout à fait ce que tu dis, Pierre, c'est que même si on n'est pas dans l'univers vintage, dans la collection, parce qu'on peut collectionner tout maintenant avec Star Wars, mais ouais, c'est vraiment un livre où on peut apprendre des choses. Moi, je sais que j'aime bien apprendre, et c'est vrai que l'univers Star Wars et la collection, ça a quand même débuté avec ça, avec Kinner, les premiers jouets, et c'est vraiment une source d'information qui est extra, parce qu'on remonte même jusqu'à le début de Kinner, et avec le directeur, en fait, de se lancer dans cette gamme de jouets, le contact avec Lucas et autres, pour développer toute cette gamme de jouets. Donc, on remonte à l'histoire, en fait, et puis le développement avec toute la gamme de jouets, jusqu'au cogne, et puis jusqu'à la série Droid, et puis les Ewoks, il me semble, à la fin. Donc, non, franchement, pour ceux qui veulent découvrir tout l'univers des figurines, 3 pouces 3 quarts, c'est l'occasion, c'est un livre que vous pouvez acheter, ouais, tout à fait. Oui, voilà. Je terminerai avec le truc très sympa, c'est que Jim Shurringen, le designer de chez Kenner, qui a cru au projet, qui a vraiment tapé du poing sur la table avec ses patrons pour que Kenner puisse obtenir le projet. C'est pour moi une chance énorme qu'il ait accepté que son interview soit intégrée dans le bouquin, parce que justement, ça permet de comprendre comment Kenner a obtenu la licence avec Lucasfilm. Super. Bah écoute, Jean-François, merci pour avoir accepté notre invitation. Louis Michel, c'était toujours un plaisir. Ouais, je suis revenu extremis, j'avais plus de batterie. Alors là, vraiment, la grosse erreur. Une erreur de débutant. Merci. C'est cool. Merci de m'avoir invité, en tout cas. C'était un vrai plaisir de partager ça avec vous. Un plaisir pour nous d'être venu nous rejoindre pour cette émission. Nous, on vous donne rendez-vous pour le prochain épisode, très prochainement. On espère que ce format vous plaît. On aura le plaisir de vous croiser à QC, donc à minima, Louis, Paul et moi, et Raphaël également, qui était présent dans d'autres émissions, mais on a aussi d'autres personnes du staff de Mint in Box. Comme on dit dans le domaine du podcast, mettez les pouces bleus, abonnez-vous, ça fait monter dans l'algorithme. Apparemment, on peut dire ça, donc je le dis. Et en tout cas, on vous donne rendez-vous à QC dans un premier temps et dans l'épisode 3 très vite. Merci à tout le monde. Merci Paul qui était en régie. Et à très bientôt. Et à très vite. Salut à tous. Ciao. Salut.